La mêlée de l'info. Une émission de débat sur l'actualité nationale, animée par Éric Dupry. Bienvenue à l'écoute de Radio Présence et de la mêlée de l'info. Merci d'être fidèle à ce rendez-vous chaque semaine et à nos débats consacrés à l'actualité nationale. J'y reçois aujourd'hui Marie-Christine Monnoyer, universitaire, membre de la chaire Jean Rodin à l'Institut catholique de Toulouse, et Guillaume Agulot, référent Occitanie du Printemps républicain. Bienvenue à tous les deux et merci à vous aussi d'être fidèles au rendez-vous. L'actualité politique nationale est dominée cette semaine par la décision prise par Sébastien Lecornu d'avoir recours à l'article 49.3 pour faire passer son projet de loi finances 2026 à l'Assemblée nationale, alors qu'il avait pris l'engagement de ne pas l'utiliser lorsqu'il a été nommé Premier ministre à l'automne dernier. Il a donc annoncé lundi, à la sortie du Conseil des ministres, qu'il avait finalement décidé d'y recourir pour que la France ait un budget avant fin janvier. Depuis, il a engagé à l'Assemblée la responsabilité de son gouvernement sur la partie recettes du projet de loi de finances, prêt à affronter les motions de censure que n'ont pas manqué de déposer le RN et la France insoumise. Est-ce que vous considérez que le Premier ministre n'avait pas d'autre choix que celui-ci, malgré l'engagement qu'il avait pris et compte tenu de la situation à l'Assemblée et de l'urgence à enfin doter la France d'un budget? Et a-t-il bien fait, selon vous, de préférer l'utilisation du 49.3 plutôt que de gouverner par ordonnance, comme il en a été aussi question? Marie-Christine Monnoyer. Je pense qu'il a bien fait. Je pense qu'il a bien fait parce qu'on a besoin d'un budget, qu'on est le 22 janvier et que donc tout le monde attend. Les ordonnances, c'est compliqué, on n'en a pas l'habitude. Le 49.3, on connaît. Tout le monde connaît. Presque tous les premiers ministres l'ont utilisé dans les 30 dernières années, de droite, de gauche ou du milieu. Donc c'est une technique qui est maîtrisée et grosso modo, on sait où on va. Alors, est-ce qu'il y aura motion de censure ou pas? C'est une question qu'on peut se poser. Bon, moi j'ai l'impression qu'il n'y en aura pas. Mais bon, ça c'est mon avis. Alors quand vous dites qu'il n'y en aura pas, elles vont être déposées, mais elles ne seront pas votées, c'est ce que vous voulez dire. Voilà. Bon, c'est mon avis et je vous le partage, mais j'espère que le budget va passer parce que c'est ça qui est important. Et évidemment, le budget qui nous est proposé, c'est un budget 49.3. Ce n'est pas un budget classique. Ce n'est pas un budget de majorité. C'est un budget de compromis. De compromis peut-être boiteux, mais de compromis. Peut-être d'ailleurs que tous les compromis sont boiteux. Et il me semble que c'était presque amusant d'entendre des responsables politiques de très haut niveau, passés comme présents, dire qu'ils étaient d'accord avec le 49.3. Donc, est-ce que c'est vraiment une question? Allons au 49.3. En fait, c'est Sébastien Lecornu qui lui-même s'était mis un boulet au pied, si je puis dire, lorsqu'il a été nommé en disant « Je n'utiliserai pas le 49.3 quoi qu'il arrive ». C'était intéressant qu'il se le mette. C'était très intéressant qu'il se le mette. Guillaume Agulot, comment vous avez réagi lorsque vous avez appris que Sébastien Lecornu allait donc avoir recours au 49.3 pour un peu forcer le passage et que la France soit enfin dotée d'un budget? On parlera après de ce qu'il y a dedans. Oui, bonsoir et merci pour votre invitation. Alors je vais rejoindre les premiers propos effectivement de mon interlocutrice aussi ce soir. Effectivement, il était urgent effectivement de sortir de cette situation et que finalement la République française dispose d'un budget. On ne peut pas se permettre de continuer par des reports de mesures d'une année sur l'autre, comme on commence à le faire un petit peu trop systématiquement, des reports de mesures qui elles-mêmes avaient été des mesures reportées, rapportées, etc. C'est-à-dire que non seulement on n'est pas simplement dans de l'immobilisme dans cette situation-là, on est dans du recul. Ça, c'est le premier point. Est-ce qu'il a bien fait? Je crois qu'on pose la question avec un retard ou avec une inversion. Moi, je vais le poser autrement. Est-ce que quand il est arrivé en octobre et qu'il a dit « je n'utiliserai jamais le 49.3 », est-ce qu'il a bien fait? Et là, évidemment pas. Pour une raison très simple et objective. Ses prédécesseurs n'avaient pas de majorité. Il aurait quand même été un petit peu surprenant que lui-même, quelle que soit sa force de persuasion, se mette d'un seul coup subitement à se trouver une majorité.
non pas des minorités de passage, mais une majorité d'acceptation. Ça, c'était totalement illusoire. Et donc avoir dit à ce moment-là, oui, vous avez dit le boulet de départ, moi je vais parler, je ne sais pas, la faute originelle, c'est-à-dire qu'il a accepté une mission de gouverner sans majorité en décidant dès le début, je m'enlève la seule possibilité de gouverner sans majorité. Mais vous allez voir, on va y arriver. Alors moi, pour aller jusqu'au bout de ma pensée sur ce point-là, je suis convaincu que la décision de dire « je n'utiliserai pas le 49.3 » n'est pas la sienne. Elle lui a été imposée d'un petit peu plus haut, elle ne vient pas forcément de Matignon, mais plutôt du château, pour une raison simple, il fallait en sortir. Et donc voilà l'homme providentiel, etc. Pourquoi je pense ça ? Parce que c'est le parcours précédent aux affaires, aux opérations de Sébastien Lecornu qui me le dit, ça, qui me le fait penser. Sébastien Lecornu, c'est quelqu'un qui pendant très longtemps a été ministre de nos armées, ministre de notre défense. C'est possiblement, probablement, le meilleur ministre de la Défense que nous ayons eu depuis des décennies. Et c'est quelqu'un qui a réussi à rétablir, à restaurer, à reconstituer une force, y compris militaire, et qui a réussi à rétablir, restaurer, reconstituer ces éléments-là, justement par autre chose que par du compromis. Il a rétabli ça, ce fonctionnement-là, par de la décision. Par de la décision parce qu'il était aux commandes. Et c'est quelqu'un donc, qui sait parfaitement, alors qu'il n'est pas issu lui-même de l'armée, pas du tout même. Absolument pas, mais c'est quelqu'un qui sait parfaitement dans son fonctionnement-là que ça ne peut fonctionner pas si on est obligé de passer par du compromis, ils sont toujours parfois nécessaires, mais ça ne peut fonctionner que si on a la capacité de décision, c'est-à-dire d'emporter la décision. Et se supprimer dès le premier jour la possibilité de décider, c'est-à-dire de passer outre, pour être très très clair, du 49.3, je pense que là était la faute originelle, mais je ne veux pas dire sa faute originelle parce qu'encore une fois, je suis convaincu que ça n'était pas de son fait. C'est bien de parler de faute originelle sur Radio Présence, je vous félicite. Marie-Christine Monnoyer, vous n'aviez pas l'air tout à fait Non, je ne suis pas convaincue. Je ne suis pas convaincue pour plein de raisons. La première, c'est que faire une comparaison entre la position de Premier ministre et la position de ministre des Armées, ça me paraît un peu facile, ou du moins ça me paraît un peu dangereux. Parce que la Grande Muette, ça ne se dirige pas tout à fait comme l'ensemble des partis politiques. Et donc, le compromis chez les militaires, ça n'existe pas vraiment. Donc, au fond, qu'il n'appliquait pas le compromis quand il était ministre des Armées, c'est un peu logique. Et donc, il est dans une situation différente. Et justement, quand on est un bon militaire, à situation différente, organisation différente. Et il me semble que si Sébastien Lecornu, je ne sais pas si ça vient du château ou d'ailleurs, moi, ce qui me paraît intéressant, c'est que ça permettait d'essayer d'imaginer un compromis. Et au fond, comme cela n'existe pas depuis des années et des années, se dire que peut-être on pouvait imaginer un compromis, et sur certains points, il y a eu compromis, c'est une première. Et au fond, Sébastien Lecornu a réussi, sur certains points, une première de compromis. Dans 10 ans, on s'en rappellera. Et c'est pour ça que je trouve que je ne suis pas tout à fait d'accord avec votre argumentation. Oui, mais il n'empêche que beaucoup de gens, beaucoup d'observateurs politiques et aussi des élus ont dit tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Mais tout ça on a perdu du temps. On a perdu un mois et demi. Il y a quand même des mois et des mois que la France n'a toujours pas de budget. C'est exact. C'est exact, mais on va en avoir un. On va en avoir un et on aura essayé des éléments de compromis. Et pour la première fois depuis longtemps, on a vu du côté des Républicains, du côté du Parti socialiste, de temps en temps, des votes d'accord ou des rapprochements sur certains points importants. Et je pense que dans la question suivante que vous allez sans doute nous poser sur ce qu'il y a dans ce budget, on en parle bien sûr. On va le voir. Ouais. Donc, bon. Guillaume, vous vouliez peut-être aussi un peu réagir là. Pour répondre. La différence de tactique et de stratégie, reprenons cette terminologie-là, des premiers temps et du poste de Premier ministre de Sébastien Lecornu, elle s'est vue tout de suite par rapport à ses prédécesseurs. C'est effectivement
d'abord une recherche de compromis, si on est d'accord. Moi, j'ai surtout vu une recherche de mise en responsabilité. Oui, ça c'est tout à fait d'accord. C'est-à-dire mettre les individus face à leurs responsabilités. Voilà. Ce qui n'était absolument pas le cas des prédécesseurs, qui avaient de toute façon dit, soit explicitement, soit laissé entendre très clairement, que de toute façon, ils allaient utiliser le 49.3, et si ça ne vous rend pas, vous voterez la censure. Là, Sébastien Lecornu, lui, est arrivé, et il a dit, moi, je vais tenter sur des éléments. Il y a eu des éléments, vous avez parfaitement raison de le souligner, qui ont fonctionné, mais ces éléments-là, on va se mettre en responsabilité, c'est-à-dire qu'on va discuter de manière claire, limpide, un débat, le temps qu'il faut sur les sujets, et vous allez assumer vos positions de oui, de non, d'abstention. Vous allez les assumer. Bon. Ça, c'est un point positif. Il savait quand même pour autant que sur le point qui est quand même un peu stratégique et majeur, le vote du budget, ce mode de fonctionnement-là, trouverait ses limites. Trouverait évidemment ses limites. Ça, il le savait. Il le savait quand il est arrivé aux commandes. Et donc, c'est le fait d'avoir dit, par principe, je n'utiliserai pas ça, qui en fait l'a mis immédiatement dans une situation de fragilité. Alors que s'il avait dit, je ne veux pas l'utiliser par principe, mais je sais que ça existe, au besoin ça existera, in fine, j'aurai de toute façon ça sera le dernier recours, mais je l'utiliserai s'il le faut. Ça aurait été déjà une autre manière de poser, je ne vais pas dire le rapport de force, mais vraiment clairement le rapport de responsabilité. C'est-à-dire que nous allons essayer de travailler tous ensemble, vraiment de travailler, et vous avez raison, dans ce budget, on va en parler, il y a des éléments qui ont été pris, repris, réaménagés, réamendés, réexpliqués, réexposés, etc. Donc nous allons travailler en responsabilité, in fine, il va falloir de la décision. Le problème de ce refus de dire je ne me sers pas de cela, c'est, je ne veux pas faire non plus une comparaison avec un éléphant blanc, mais c'est j'ai l'outil capable, mais je vous annonce d'ores et déjà que je ne m'en servirai pas. Oui. Là, ça a amené une modification des rapports de force d'abord dans les liens qu'il pouvait y avoir, puisque bon, de toute façon, il savait qu'il n'y aurait pas de 49.3, et ça amène aujourd'hui une décrédibilisation, on va dire une démonétisation, je ne sais pas, de sa parole d'homme politique. Et peut-être qu'on y reviendra un petit peu plus tard sur ce point-là, parce que les conséquences de son mode, de son choix de mode de fonctionnement, ne pèseront pas, j'en suis convaincu, sur les motions de censure qui ont effectivement été déposées, qui n'ont aucune espèce de bout de début de chance d'aboutir de quelque manière que ce soit, soyons très clairs. Le timing, en plus, ne plaide pas vraiment pour à partir du moment où vous avez le patron du PS qui a dit non, mais vu les éléments qu'il y a dans le budget, on ne votera pas la motion, et où vous avez le patron des députés, les Républicains, qui dit non, mais nous ne voterons pas la censure, bon, oui. Voilà, ça va être des motions de censure, on va dire, de témoignage, hein, pour le dire clairement. Alors, on va parler de ce budget, puisque vendredi, Sébastien Lecornu avait détaillé les évolutions qu'il a pu y avoir dans ce projet de loi de finances 2026. Et donc, il a défendu ce qu'il a appelé, je reprends l'expression, un budget de compromis. Il a annoncé que ce budget devrait permettre de réduire le déficit de la France, en tout cas, c'est l'espoir qu'il met dedans, à 5% du PIB en 2026. Je rappelle que c'était 5,8 en 2024 et 5,4 en 2025. Et donc, selon Sébastien Lecornu, le projet de loi finances 2026 n'entraînera aucune augmentation de la fiscalité directe ou indirecte pour les ménages. Ça, il l'a bien dit. Il a précisé que les mesures de ce budget pour la jeunesse, le pouvoir d'achat, le travail, l'emploi, le logement, la transition écologique, l'agriculture, la sécurité, il a parlé un peu, il y a différentes mesures qui concernent tous ces domaines. Et donc, il a indiqué aussi que le budget 2026 intégrait, ou le projet de budget plutôt, intégrait une reconduction du montant supplémentaire d'impôt sur les sociétés pour les grandes entreprises. Donc ça va rester au même niveau qu'en 2025. Est-ce que vous avez été convaincu par son plaidoyer? Et est-ce que vous jugez que cette loi de finances 2026 est en effet un budget de compromis, adapté autant que faire se peut à la situation politique et économique que connaît notre pays aujourd'hui? Marie-Christine Monnoyer. C'est un budget de compromis. C'est un budget de compromis et dans ce budget, il y a des efforts pour les entreprises qui sont importants, mais qui étaient imaginables et qui auraient pu être beaucoup plus importants. Donc on frappe, mais pas trop fort. Alors pourquoi on frappe pas trop fort? Sans doute parce que
La situation de certaines entreprises n'est pas tout à fait brillante. Les résultats du nombre des arrêts d'activité d'entreprise est important, mais ce n'est pas dans tous les domaines. Et la situation des grandes entreprises est loin d'être catastrophique. Donc au fond, il est logique qu'on ait maintenu cette fameuse surtaxe pour les grandes entreprises dont on avait dit qu'elle n'existerait pas en 2026. Et moi, je suis très contente qu'elle ait lieu. Parce que je ne vois pas comment on ferait autrement. Et quand je regarde l'évolution du CAC 40, j'ai un peu de mal à entendre ceux qui disent qu'ils vont fermer la porte. Donc ça me paraît nécessaire et je pense qu'on aurait pu aller plus loin. Mais on aurait pu aller plus loin dans des tas de domaines. Vous avez insisté sur le fait qu'il n'y aura pas d'augmentation des taxes ou des impôts sur les ménages. Je regrette qu'on n'ait pas, par le biais des fameux 10% sur les de taxes sur les retraités, je regrette qu'on ne l'ait pas employé. Ça me paraît normal, nécessaire. Il y a 50 ans, la situation des personnes âgées était catastrophique. Aujourd'hui, la situation des personnes âgées en moyenne est parfois meilleure que celle de leurs enfants. Et des actifs. Oui. Et des actifs. Donc, nous savons que nombre de retraités aident leurs enfants et leurs petits-enfants. Mais il y a tous ceux qui n'ont pas de petits-enfants, il y a ceux qui n'ont pas eu d'enfants, et ces fameux 10% qui sont théoriquement les 10% des frais professionnels, quand on n'a plus d'activité professionnelle, c'était quelque chose qui montrait que les plus âgés se souviennent qu'autrefois, il y a un certain nombre d'années, on a fait des efforts. Souvenez-vous de la taxe, la fameuse vignette. Oui. À certains moments, on a fait des efforts pour les plus âgés et ça s'est effectivement traduit. Donc, il faut que tout le monde fasse des efforts et qu'on soit conscient que c'est possible. Et je me permets de dire que vous faites partie des retraités vous-même. Absolument. Voilà, donc on ne peut pas dire que vous voulez qu'on tape sur une... Et que j'aide mes petits-enfants. Voilà, une partie de la population à laquelle dont vous ne faites pas partie. Alors, Guillaume Agulot, vous, ce budget, est-ce que vous lui trouvez des vertus et quels sont les défauts que, selon vous, comme le disait Marie-Christine Monnoyer, on aurait peut-être pu un petit peu, en tout cas, si ce n'est décaper, les réduire en tout cas? Alors la première des vertus de ce budget, c'est qu'il va exister. Déjà, revenons à... Oui, alors quand on dit d'un document qu'il a le mérite d'exister, c'est... Voilà. Bon, commencez par là, je suis pas sûr. J'ai dit la première. Ouais. Fort heureusement, ce ne sont pas les seuls. Mais la première, c'est qu'effectivement, c'est un budget. Pourquoi ? Parce que c'est important pour le moment, et puis c'est important aussi pour l'année, pour l'organisation, pour la préparation. Y compris évidemment de la puissance publique, parce qu'elle sait comment elle va être financée, et elle sait comment elle va pouvoir déployer son activité, mais aussi pour le secteur économique, marchand, vous utiliserez les termes que vous voudrez, qui sait enfin formellement de quelle manière, à quelle ampleur, sur quelle base il va être taxé et payé, pour être très très précis, sa contribution. Parce qu'en France, vous le savez, nous payons des contributions. Nous contribuons à la... c'est ça. Voilà, c'est ça aussi. Et c'est peut-être aussi dans ce sens-là que moi, ce budget me plaît, c'est qu'il remet aussi effectivement, dans le cadre de ces contributions exceptionnelles, vous avez évoqué cette dite surtaxe sur les grandes entreprises, mais aussi cette non-taxe, cette non-abandon de taxes pour les retraités, il remet peut-être effectivement au cœur cette notion de contribution. Je ne suis pas encore en train de dire qu'il évoque la justice fiscale, mais je commence à concevoir, à entendre qu'effectivement, et à voir, à constater que ce budget, pour le coup, c'est clairement un budget de compromis, parce que ça n'est pas arrivé comme ça d'un seul coup subitement. Ça, c'est le fruit de discussions, de négociations, etc., etc. Peut-être aussi parce que je ne vais pas le présenter comme ça, mais c'est ça ou la taxe Zuckman, quoi. Et il n'y a pas la taxe Zuckman, pour être très très clair. Donc ça, c'est... Il n'y a pas non plus le pacte Dutreil. Et effectivement, il n'y a pas non plus ce pacte-là. Donc, le premier point, il est là. Le deuxième point qui, moi,
me gêne un petit peu dans l'organisation de ce budget, c'est que tous les documents préparatoires de travail qu'il a fallu pas forcément mettre à la poubelle, mais devoir réajuster, ont été faits dans un délai tellement court que je ne suis pas sûr de la pertinence, notamment des seuils, des taux, etc. Et là, je ne pense pas aux grandes entreprises ou, comme vous l'avez dit, aux retraités. Je pense plutôt à ce tissu, j'allais dire du quotidien, les petites et les moyennes entreprises, mais aussi, et je pense que là, pour moi, c'est le grand oublié de ce budget, le secteur associatif marchand, qui est aujourd'hui, qui vit une crise absolument phénoménale, puisqu'avec le désengagement des collectivités publiques pour le financement de ces structures associatives, d'éducation populaire, mais pas... Oui, beaucoup se retrouvent effectivement mais pas simplement. Dans des situations très compliquées. Le secteur associatif marchand, pour activité commerciale, etc., c'est 9% de l'emploi salarié. C'est 1 salarié sur 10. Et c'est un secteur qui, contrairement à, pour aller très vite, Airbus, n'est pas délocalisable. Parce que les missions qui sont réalisées ne peuvent pas être délocalisées, comme ça pourrait être le cas pour un constructeur d'avions, de voitures, de bateaux, de que sais-je, etc., etc. Et je pense que nous sommes aujourd'hui dans un moment où, en plus, nous avons besoin de refaire du lien, de refaire du liant, de refaire tous ces éléments-là qui deviennent de plus en plus nécessaires face à une société qui se fragmente de plus en plus, qui se fragilise de plus en plus, sur différents domaines, générationnels, confessionnels, territoriaux, etc., etc. Ça, c'est très compliqué. Un autre grand absent, pour moi, de ce budget, des moyens nécessaires de ce budget, c'est ce que je vais appeler la médecine, et notamment la médecine de proximité. On parle beaucoup des déserts médicaux, dont on découvre aujourd'hui qu'ils ne sont pas simplement, pas uniquement, pas exclusivement dans les zones rurales isolées, mais qu'ils sont surtout... Et maintenant, de plus en plus... Dans les centres-villes. Dans les centres-villes, oui. Dans les centres-villes. Et ça, c'est un véritable problème. Bombe à retardement, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est un véritable problème parce que là, très clairement, des revendications qui sont, voilà, pour le coup, totalement hors de transpartisane, des revendications qui me semblaient légitimes, n'ont pas été entendues, pas par inintérêt, mais parce que les délais nécessaires pour la mise au point de ce budget, effectivement de compromis, dans des conditions où on court, je pense que dans les ministères, ils ne doivent pas beaucoup dormir en ce moment, font qu'il y a des pans structurels qui ont été pas revus, pas repris, qui restent tels quels. Il n'y a pas eu assez de recul peut-être aussi. Et oui, voilà. Et qui peut-être risquent d'être les grands perdants. Et sur ces secteurs-là, il n'est pas impossible qu'in fine, ce soit la société dans son ensemble qui soit la grande perdante. En parlant Moi, je trouve qu'il y en a un que vous n'avez pas cité. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure parce qu'on ne peut pas te parler de tout. Mais il y en a un que vous n'avez pas cité, c'est la question du logement. Le logement, j'allais y venir, parce qu'on parlait de bombe à retardement, et on sait qu'en France, le logement est une bombe à retardement. Elle me paraît extrêmement importante. Notamment. Et je pense qu'il faut en parler parce que vous avez insisté sur le rôle des activités associatives marchandes, qui représentent effectivement 10% des actifs. Mais la question de la politique du logement, qui est très vaguement abordée avec la prime rénov', etc., alors qu'on est véritablement dans un moment critique pour 2 raisons. D'abord parce qu'il y a plein d'entreprises du bâtiment qui ont fermé cette année. C'est même impressionnant le nombre d'entreprises qui ont fermé, donc le nombre de postes de travail et le nombre d'offres de biens qui auraient pu être fabriqués, alors que justement, on est dans une partie de l'activité qui n'est pas non plus délocalisable et qui se fait avec des actifs locaux. Et c'est d'autant plus gênant que nous sommes dans une situation où il y a un manque criant de logements et que ça fait des années que ce manque criant existe et qu'il touche toutes les catégories sociales, qu'il touche en particulier, vous accepterez que le professeur que je suis soit sensible à la situation des étudiants, mais la situation des jeunes actifs et des étudiants en matière de logement, elle devient complètement critique. Et pourquoi est-ce qu'on ne se focalise pas davantage sur cette activité alors que quand le bâtiment va, tout va. C'était une vieille phrase, oui. Mais elle est vraiment très lourde de conséquences. Et elle est importante sur le plan social, elle est importante sur le plan économique, et elle est importante sur le plan de la solidarité et de la
de la santé en général. Parce que quand on est mal logé, les choses ne vont pas bien. Quand on n'est pas logé du tout, c'est encore pire. Vous êtes d'accord sur ce point, Guillaume Oui, Aguillon, tout, sur le logement et donc les manques qu'il peut y avoir dans ce budget concernant ce secteur? Je vais même rajouter un élément de plus, c'est qu'aujourd'hui, la difficulté, c'est le manque de logement, mais c'est aussi la présence très importante de logements indécents, voire insalubres, etc. Et là, qui peuvent prendre d'ailleurs différents aspects. Les passoires énergétiques. Et voilà, aujourd'hui, nous avons la chance en ce moment d'avoir des températures qui sont quand même relativement clémentes. Il y a quelques semaines, c'était pas tout à fait le cas. Pas du tout, même. On a eu des températures et très l'été négatives. dernier non plus. Et l'été dernier non plus. Et nous avons des personnes qui soit gèlent en hiver ou crève de chaud en été. Et effectivement, tout ça rajoute. Donc là-dessus, effectivement, je suis bien d'accord, sauf que pour régler cette question-là, qui est un vrai problème, on est d'accord, hein, ça va demander des moyens. Alors, on ne va pas annoncer le énième plan Marshall du logement en France, mais ça demande des moyens qui sont absolument colossaux. Et donc, je me demande si c'est par manque de temps ou de réajustement que ces éléments n'apparaissent pas dans le budget, ou par manque de moyens. Je pense qu'il y a aussi un manque d'idées. Probablement. Parce qu'il y a peut-être des idées qui permettraient de trouver des solutions moins onéreuses et qui résoudraient... Et parfois, il faut du temps pour faire émerger les idées aussi. C'est peut-être ça voilà. qui mais la question aussi, des idées, elle est vraiment lourde dans ce domaine. Alors, les motions de censure, on va terminer là-dessus, puisqu'on sait que ce vendredi, le Rassemblement national et la France insoumise, comme d'habitude, toujours les mêmes, vont déposer des motions de censure. Oui, chacun la leur. Hein. Voilà, chacun la leur. Oui, pour l'instant, ils n'ont jamais fait cause commune, même si les députés RN votent en général les motions de censure de la France insoumise. Est-ce que vous croyez qu'elles pourraient aboutir, Marie-Christine Monnoyer? Non, moi je pense qu'elles n'aboutiront pas et je serais ravie qu'elles n'aboutissent pas. Alors elles n'aboutiront pas et au fond, le fait que chacun dépose la sienne, pour bien montrer son originalité, pour bien montrer qu'on a réfléchi autrement, donne en fait peu de chances de réussite à une telle décision. Quand vous voyez un David Lisnard qui a appelé à censurer ce qu'il appelait un budget socialiste contre l'avis du président du groupe LR à l'Assemblée, Laurent Wauquiez, qu'est-ce que ça vous inspire ? Qu'il n'a pas assez bien lu le document et qu'il devrait travailler davantage et qu'on ne s'amuse pas à lancer des phrases comme ça. Elles se retourneront un moment contre lui. C'est dommage d'avoir des réactions qui ont l'air d'être des réactions épidermiques. En tout cas, moi, ça veut dire que quelqu'un qui me dit ça, je me dis que qu'est-ce qu'il fait comme député ? Pourquoi est-ce qu'il Vous pensez que une majorité de députés LR pourrait éventuellement le suivre ou pas? Pour vous, c'est impossible de l'imaginer? On peut. Alors là, aujourd'hui, je crois que le mot impossible est devenu français. Oui. Mais est-ce que des gens vont le suivre? Non, je crois pas. Au fond, c'est faire de la mousse, quoi. C'est tout. Oui. Pour vous, il veut juste qu'on parle de lui. C'est juste un effet d'annonce. Guillaume Agulot. Alors, sur les motions de censure, j'ai répondu tout à l'heure. Vous aviez déjà anticipé la question. Et sur les propos de David Lisnard, ça m'inspire une chose. Décidément, ça va vraiment de mieux en mieux chez les Républicains, où l'entente cordiale fonctionne absolument et où, ça y est, la droite a réglé ses problèmes d'ego et de fonctionnement, et donc ça nous promet, au niveau de la droite républicaine, des lendemains qui chantent. Blague à part, parce que malheureusement le sujet est tout sauf drôle, c'est assez incroyable quand même. Moi, ce que j'ai entendu dans les propos de David Lisnard par rapport à ça, c'est que il est pas député, il est maire de Cannes, et il est président de l'Association nationale des maires de France, dont le budget, qui va donc passer grâce au 49.3, décide, c'est cette logique de compromis, de limiter les ponctions qui étaient prévues au préalable sur les collectivités territoriales, dont les mairies. Et d'une façon très... franche et très nette. Oui. Et d'une façon très franche et très nette. Et moi qui suis employé, vous le savez, dans une collectivité territoriale, je peux vous dire que... on n'a pas le droit de souffler de soulagement officiellement quand on est dans un conseil départemental socialiste face à un tel budget, parce que quand même, ça se fait pas. Mais
le soulagement. Enfin, le soulagement, j'irai pas jusque-là, mais bon, voilà, ça va mieux. On souffle un peu. Ça va quand même un petit peu mieux. Et donc, entendre M. David Lisnard, président de l'Association des maires de France, venir tirer à boulet rouge et demander la censure du gouvernement sur un tel projet, alors que ce projet de budget va moins frapper les collectivités territoriales, dont les mairies, qu'il est censé représenter, bon, je me dis que je lui souhaite bien du courage à la prochaine Assemblée générale de son association. Bon, toujours est-il qu'au moment où nous vous parlons, nous ne savons pas encore si les motions de censure présentées par le Rassemblement national et la France insoumise ont été votées ou rejetées. Le suspense reste entier, même si pour Guillaume Agulot et Marie-Christine Monnoyer, il n'y en a pas vraiment. Nous allons nous octroyer une petite pause dans cette émission, comme d'habitude. On se retrouve dans une vingtaine de secondes pour un autre débat. À tout de suite. La mêlée de l'info, Éric Dupry. Nous sommes de retour à l'antenne où je retrouve mes deux invités, Marie-Christine Monnoyer et Guillaume Agulot. Nous allons quitter la scène politique hexagonale et les discussions à l'Assemblée nationale pour nous intéresser à ce qui s'est passé à Davos, en Suisse. Mardi, au Forum économique mondial, Emmanuel Macron y a prononcé un discours où il a fait le constat, je le cite, d'une période d'instabilité et de déséquilibre du point de vue sécuritaire et économique au niveau mondial, et il a ainsi répondu à Donald Trump en appelant à refuser la loi du plus fort, en dénonçant une dérive vers l'autocratie et davantage de violence où les conflits sont devenus la norme, et il a estimé que nous entrons dans un monde sans loi où le droit international est bafoué. Le président français a insisté également sur l'importance de respecter une préférence européenne en exhortant l'Europe à renforcer ses instruments de défense commerciale, y compris grâce à des mesures miroirs pour faire respecter les normes réglementaires. Il a souhaité aussi une augmentation des investissements directs étrangers, et ça je pense que ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, même de plusieurs sourds. Pour lui, l'Europe doit défendre le multilatéralisme qui sert nos intérêts et les intérêts de tous ceux qui refusent de se soumettre à la force brute. Que vous a inspiré le discours d'Emmanuel Macron devant les dirigeants européens et mondiaux qui participent au forum de Davos? Et là, je vous pose la question, que ce soit sur le fond et aussi sur la forme qui n'était pas anodine. Guillaume Agulot. Sur la forme, vous voulez qu'on parle de ses lunettes, vous aussi? Oh non. Ah non, c'est plutôt le ton. Alors, on peut parler des lunettes si vous voulez, mais c'est plutôt le ton sur lequel il a prononcé ce discours. Je ne le dis pas que sur la boutade, parce que justement, ces lunettes-là, et les images étaient marquantes, ont été reprises un petit peu partout dans les médias, notamment les médias étrangers, notamment les médias anglo-saxons. Et force est de constater que, je ne sais pas si c'est les lunettes, le fond du discours, un mélange des deux, parce que quand on lit, c'est un petit peu un mélange des deux quand même, force est de constater que, pour la presse, en tout cas anglo-saxonne, il a changé de stature. Il est devenu la personne, le chef d'État, littéralement grand E, qui, pour la première fois, a posé une réponse pas ponctuelle, pas immédiate, pas à chaque nouveau caprice, intervention, prise de parole, vous mettrez les mots que vous voudrez de Donald Trump, mais qui a proposé une méthode globale de fonctionnement, puisque de toute façon, il va falloir faire encore, pendant quelques temps, avec... Exactement, c'est bien de le rappeler, parce qu'on peut pester tant qu'on veut, il y a une réalité. Il est là. Et donc, il a proposé une manière de faire, une méthode, c'est-à-dire, en fait, il a proposé lui-même son propre multilatéralisme, en expliquant quels sont les axes, quels sont les moyens, quels sont les possibles, quelles seront également les conséquences. Eh bien, moi, je me dis que, finalement, Emmanuel Macron, quand il se cantonne à ces domaines qu'on appelle ces domaines réservés, ça lui réussit mieux que quand il souhaite se mêler de la politique intérieure française. Et que peut-être que là, il a trouvé un fonctionnement à sa mesure, je n'en sais rien, mais en tout cas, à ce qu'est la posture d'un président de la République française, telle que nos institutions, en fait, ont dessiné le poste, la manière d'agir, etc. Ça, c'est sur la forme. Sur le fond, qu'est-ce qu'il nous a dit, le président de la République? Il nous a dit, alors on l'a rappelé, ne pas subir la loi du plus fort.
Ça veut dire que pour ne pas subir la loi du plus fort, il faut montrer à celui qui est plus fort, ou qui se pense plus fort, ou qui se sent plus fort, qu'en réalité, il y laissera plus de plumes. Et que le prix à payer sera trop important. Est-ce que ça peut marcher sur un Donald Trump ? Ça, c'est une vraie question. Et je vous avoue honnêtement que je me pose la question sans avoir le moindre once de début de réponse. Parce que Donald Trump, c'est quelqu'un qui est strictement imprévisible, y compris dans son propre camp. Il est strictement imprévisible. On ne sait jamais, quand il va arriver devant un micro, ce qu'il va dire, s'il va dire, de quoi il va parler. Certains vous diront que c'est ce qui fait son charme. Bon, s'il va continuer de confondre l'Islande et le Groenland, s'il va continuer de... On n'en sait rien. On ne comprend pas. S'il va parler des 200% de surtaxe ou s'il va d'un seul coup les arrêter, s'il va parler d'un seul coup d'un accord sorti du chapeau, on n'en sait rien. De toute façon, ce qui est sûr, c'est que ce que nous dit Emmanuel Macron, c'est qu'il faut arrêter d'être dépendant de ce que dira ou ne dira pas le président Trump. Il faut avoir une propre politique commune, littéralement européenne, dans des domaines dans lesquels on parle depuis des années et qui sont assez limités, c'est-à-dire des politiques de défense, de diplomatie, et ça passe effectivement par de nouveaux accords. Bon, le Mercosur, c'était peut-être une tentative. Pour l'instant, on va dire qu'elle est en stand-by. Mais par contre, il y a d'autres accords effectivement bilatéraux ou multilatéraux qui sont en passe, soit d'être signés, soit d'être accélérés. Et ça, c'est peut-être effectivement... On va redessiner, au-delà des 3 années du mandat de Trump qui reste, on va peut-être redessiner une autre manière de voir et de penser le monde. Alors ça, c'est un point important et intéressant dont nous allons reparler, parce qu'il faut voir avec qui peuvent être signés ces accords bilatéraux. Marie-Christine Monnoyer, vous, comment avez-vous trouvé la prestation d'Emmanuel Macron et puis évidemment le fond de son discours, ce qu'il a annoncé? Alors, peut-être est-ce à cause de mon âge, mais j'ai trouvé qu'il avait des accents gaulliens. Et je me suis souvenu du moment où la France est sortie de l'OTAN. Et ce qui a été dit à ce moment-là, vis-à-vis des États-Unis, et de la volonté de ne pas être dépendant d'une grande puissance et d'en déduire qu'il fallait se doter de l'arme atomique. Alors, évidemment, les choses ne sont plus les mêmes, mais c'est vrai que c'était l'annonce à haute et intelligible voix, et non seulement dans la voix, mais dans la façon de se tenir, dans la façon d'être par rapport au micro. J'ai regardé ça sur les réseaux sociaux. On voit bien que le discours avait été répété. Et donc, il n'était pas question de laisser penser que c'était juste pour le moment. D'ailleurs, il est parti ensuite. Il n'a pas cherché à rencontrer Trump. Et donc, c'est comme ça, c'est pas autrement, et je vais même pas en discuter avec vous. Vous m'avez entendu, et si vous ne m'avez pas entendu, d'autres vous répéteront ce que j'ai dit, et je n'ai rien à ajouter. Il me semble que ceci aussi est important par rapport aux Européens qui sont sans doute les plus fragiles par rapport au positionnement de Trump. Et pour certains, ils ont suivi tout de suite, et il y aura des rencontres, et dans la méthodologie que vous avez définie, que vous avez rappelée, immédiatement il y a des choses qui se mettent en place, mais au-delà de cette méthodologie, il faut que ceux qui sont les plus fragiles, parce que leur passé les conduit à craindre la Russie, parce que leur passé les conduit à être dépendants économiquement des échanges avec les États-Unis, etc. Et militairement. Eh bien, il faut qu'on ait l'impression que celui qui parle sait ce qu'il dit et qu'il ne changera pas d'avis, alors que nous savons tous ceux qui nous écoutent, nous qui sommes autour de cette table, nous savons maintenant que M. Trump peut changer d'avis d'un jour sur l'autre. Donc il y a une position de fermeté qui me semble extrêmement intéressante, et j'ai trouvé que immédiatement après, on a vu que d'autres pays affirmaient la même chose, que ce soit des petits pays comme la Belgique,
Bon, la Belgique est un grand pays, mais enfin, il y a moins d'habitants que dans d'autres pays. Que ce soit des pays comme le Danemark, qui ont été longtemps un vassal des États-Unis, et j'ai été frappée. Ils ne le sont plus ? Alors, justement, la petite phrase qu'a employée un ministre belge, être un vassal heureux peut-être, mais un esclave misérable, non. La phrase est forte, et je la dis doucement là, mais elle est forte. Et donc, le Danemark et le Groenland qui lui est rattaché ont tout de suite réagi d'une façon importante. Alors, nous sommes tous des vassaux des États-Unis puisque nous sommes amenés à acheter même des équipements militaires américains, etc. Mais les Américains sont aussi, et on le rappelait tout à l'heure un petit peu, des vassaux. Vassaux, tout à l'heure, je ne sais pas, mais dépendants. Mais ils sont dépendants. Bah oui, mais quand on est dépendant, ils achètent des composants à l'Europe. En tout cas, ils achètent beaucoup d'avions. Et leur économie en a besoin. Alors Guillaume Agulot, ce point-là justement, si vous avez bien terminé, oui, Marie-Christine Monnoyer, sur ce point-là, quels moyens on a en Europe de faire comprendre à Trump, attention, mais vous avez aussi besoin de nous. Le premier des moyens, c'est que déjà, l'Europe... Alors ça, c'est la base, évidemment. Nous sommes grands. Voilà. Que nous prenions conscience, qu'on soit tous ensemble aussi, collectivement, que nous sommes grands, que nous sommes infiniment plus nombreux que les États-Unis, que nous avons des indicateurs économiques globaux qui sont infiniment meilleurs que ceux qu'il y a aux États-Unis globalement, que nous avons une capacité économique, de production, de puissance économique qui est supérieure, agricole, en biens manufacturés, etc., etc. Donc, la première des choses... Mais ça marche que si on fait corps, on est d'accord. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut mais pour faire corps, il faut avoir conscience. Il faut en avoir conscience. Bon. Ça, c'est le premier point. Les choses avancent. Les choses avancent, très honnêtement. Les choses avancent, pourquoi ? Parce que la guerre est à nos portes. Les structurations d'intégration, les réflexions d'intégration, ça achoppe toujours, y compris sur la défense. Il y a encore les Allemands et les Français qui n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le futur avion du futur, sur le char du futur, etc. Bon, ça c'est parce que on part de très loin, hein, on part de très très loin. Mais ces choses-là avancent. Ça, c'est le premier point. Prendre conscience de qui nous sommes, de ce que nous sommes, de ce que nous représentons, de ce que nous pesons. La deuxième des choses, un autre moyen pourrait peut-être déjà balancer un ou deux coups de semonce en regardant ce que nous avons dans nos livres de comptes. Je parle là des banques centrales. Il n'est pas impossible que nous ayons quelques dizaines, quelques centaines, peut-être un petit peu plus de milliards de dollars de dettes, de treasuries, de dettes américaines. Bon. Et M. Trump en est conscient et il en a peur. Notamment des pays comme le Danemark et la Norvège, les fonds de pension américains sont très dépendants. Mais bien sûr. Et ça rejoint ce que je disais. Les menaces de Trump sur le Groenland ne datent pas d'il y a 3 jours. Hein. Non. Ça fait des mois qu'il le dit, il n'en a jamais varié. Mais même avant d'être élu. Mais même bien avant d'être élu. Pour autant, il y a 4 mois, le Danemark a confirmé une commande d'avions militaires américains. Alors, il aurait pu acheter des avions français, on en a. Mais il y a d'autres producteurs d'avions en Europe ou ailleurs dans le monde. Donc c'est déjà Quand je dis prendre conscience, c'est sortir, j'allais dire, de ce réflexe limite parfois pavlovien de « j'ai besoin, je vais là-bas ». J'ai besoin, je vais chercher là-bas. Ça, c'est le premier point. Sauf que pour aller ailleurs que là-bas, il faut recommencer aussi à construire des relations économiques, de confiance, y compris avec des partenaires qui, forcément, ne nous plaisent pas toujours. J'allais y venir, mais c'est bien que vous commenciez à en parler. Mais dont on pourrait se dire que sur des éléments formels et factuels prévus, encadrés, contractuels, au sens littéral du mot, que ces personnes sont peut-être un petit peu plus fiables, même si nous ne partageons pas l'intégralité des valeurs avec ces personnes. Alors dites-nous à quel pays vous pensez. La Chine, soyons clairs. Prononçons le mot. Prononçons le mot. Sachant que nos relations commerciales, économiques, politiques, diplomatiques avec la Chine sont quand même en évolution importante depuis longtemps. La Chine a cessé depuis longtemps d'être simplement l'usine du monde, même si une grande partie des produits peuvent venir de là, pour devenir aussi un partenaire de développement économique.
un partenaire pour information. La France est en train là de mettre en place un réacteur nucléaire de 3e génération, extrêmement prometteur au niveau des études, etc. Ça ne peut se mettre en place que parce que régulièrement, nous arrivent de Chine des éléments indispensables au fonctionnement de ces cœurs de réacteurs qui sont, tous les ingénieurs le disent, d'une qualité absolument irréprochable. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est nouveau. Ça veut dire parce que ce n'était pas forcément le cas avant. Et c'était en pas tout cas, on avait des doutes. Ça veut dire que pour être sur ces secteurs de pointe, mais sur d'autres secteurs, comme ça, il faut pas objectivement, avoir de doute, la Chine est en train de devenir un partenaire commercial fiable. Donc ça, c'est déjà un premier point qui ne nous menace pas au moindre éternuement de 200% de taxes, etc., etc. Donc, il peut y avoir ce plan-là, sauf que sortir d'un bilatéralisme pour plonger dans la gueule du loup d'un autre bilatéralisme, merci, mais non. Donc il va falloir aussi chercher ailleurs. Il y a eu cette tentative avec le Mercosur, je l'évoquais, pour les pays d'Amérique du Sud. Nous avons l'Inde, qui est une autre puissance. On noue des relations très très fortes actuellement, économiques, militaires, structurelles avec l'Inde. Et puis il y a toute une série de puissances aussi qui est en train de se réorganiser dans le sud-est asiatique. Et là aussi, peut-être qu'il faut commencer à regarder de plus près, en tout cas, une relation privilégiée, voire quasiment unique. Aujourd'hui, nous savons que dans le monde actuel, avec Trump ou pas Trump à sa tête, peu importe, c'est quelque chose qui, objectivement, n'est plus tenable et n'est plus fiable. Et c'est peut-être le bon côté de ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ça va nous obliger à aller vers ça. Parce qu'il fallait y aller à un moment ou à un autre. De la même manière que la guerre en Ukraine nous a obligés à penser autrement notre défense collective. Marie-Christine Monnoyer, est-ce que vous êtes d'accord avec tous les sujets que nous venons d'aborder ? Je pense qu'effectivement, il faut recréer, il faut découvrir et développer des liens commerciaux et au sens le plus large du terme avec les pays qui sont aujourd'hui des véritables puissances internationales. Mais je crois que la première des choses quand même, c'est de penser européen. Et donc de travailler sérieusement. Et à l'instant, vous évoquiez le fait qu'on n'arrive pas à faire un char, qu'on n'arrive pas à faire un avion avec les Allemands, etc. C'est quand même un problème majeur. Est-ce que la situation actuelle va nous conduire à débloquer ce genre de problème qui... L'histoire du char, ça fait 10 ans que ça traîne, cette histoire-là. C'est pas possible. On devrait déjà être dedans. Voilà. Alors qu'on a eu des résultats magnifiques avec Airbus, eh bien, il faut aussi les développer dans d'autres domaines. Et ce, dans tous les secteurs d'activité. Tout à l'heure, vous avez beaucoup parlé de la santé. Eh bien, c'est la même chose. Il vaut mieux qu'on travaille avec les Allemands sur de nouveaux médicaments plutôt qu'avec les Indiens, même si les Indiens ont des compétences tout à fait intéressantes dans ce domaine. Il n'empêche que la proximité géographique, la proximité culturelle et même la similitude de comportement vis-à-vis de la santé nous conduisent à... d'intérêts sociétaux. Voilà. Et je pense que là, il faut vraiment travailler cette question. Alors, ça a toujours été difficile. J'ai l'impression que en partie, j'allais dire la jeune génération, ça ne veut pas dire les gens qui ont 20 ans, mais en particulier les gens qui en ont 40. Pour ces gens-là, c'est un peu évident de travailler avec l'Europe. On a désormais oublié les difficultés internes et la plupart d'entre eux ont voyagé en Europe, ont travaillé en Europe, ont appris en Europe. Et donc, on s'est créé des relations intra-européennes qui sont vraiment intéressantes, solides, fructueuses et qui ont donné confiance. Donc, il faut y aller plus vite, encore plus vite que nous ne l'avons jamais fait. Je pensais au point de vue militaire, si on veut toujours se garder, maintenant s'il faut se garder en plus sur notre ouest, en plus de notre est, ça va devenir compliqué. Mais pour nous garder sur notre est, on parle parfois peut-être de s'allier à certains pays avec lesquels on n'a pas toujours envie de le faire. Est-ce qu'un pays comme la Turquie, on sait qu'ils ont une force de frappe militaire, on sait qu'ils ne sont pas du tout les amis des Russes, est-ce qu'on pourrait aussi s'allier avec des pays comme ça, ponctuellement ? La Turquie est dans l'OTAN, hein. Oui, j'entends bien, mais ça n'a jamais été vraiment évoqué, ça. Ils ont, par exemple, une capacité à se projeter que nous n'avons plus. On l'a quand même. Oui, mais on l'a quand même. Pas au niveau nécessaire. Ils ont une capacité la Turquie, aujourd'hui, sur le plan militaire, a une capacité de production, notamment dans les nouvelles armes sur lesquelles nous, on a pris un retard considérable, qu'on est en train de combler, mais on a encore du travail, notamment les drones.
qui est là quelque chose effectivement de très important. Après, effectivement, vous avez déjà donné la réponse. La Turquie est dans l'OTAN. Donc j'allais dire la question d'une intrication supplémentaire, notamment dans le domaine de défense, j'allais dire ne se pose même pas. Oui, sauf qu'on n'en entend jamais parler. Ça permet de ne pas poser le problème, parce que le problème est en fait s'éteint de lui-même. Et alors vous parlez effectivement de la Turquie. Je vous rappelle que le voisin immédiat de la Turquie, c'est la Grèce. Et les rapports entre la Grèce et la Turquie, on les connaît dramatiquement depuis très très longtemps, vraiment très très longtemps. On ne va pas remonter jusqu'à Thucydide, mais pas loin. Et pour autant, au sein du fonctionnement de l'OTAN, ça se passe très bien, puisque vous parliez là de force de projection. On a évoqué un exercice militaire, j'ai entendu, au Groenland, possiblement prochainement. Les Turcs et les Grecs ont expliqué qu'ils allaient envoyer des éléments pour travailler là-dessus. C'est les Turcs qui vont envoyer conjointement ces deux éléments. Donc, de fait, cette intrication, elle y est. Moi, là où je me pose un peu plus la question, c'est jusqu'où on va. Est-ce qu'on fait que de la production ou est-ce qu'on fait de la conception ? Là, la difficulté, elle sera beaucoup plus importante parce qu'effectivement, les besoins ne sont pas nécessairement toujours les mêmes. Est-ce que des pays qui sont uniquement dans l'espace méditerranéen ont besoin, par exemple, de grands porte-avions ? L'Italie veut en construire 2. L'Italie, c'est déjà un porte-avions flottant. Aujourd'hui, avec les capacités aujourd'hui d'aviation de projection, l'Italie peut aller partout. Et pourtant, ils veulent. Bon. Là, il y a des choses, on ne sait pas trop ce qui se passe comme enjeu. Et faire du nombre pour faire du nombre, je ne sais pas. Par contre, faire de la masse de manière coordonnée, c'est un véritable enjeu, c'est une véritable urgence. Et c'est la tradition de l'OTAN. Il se trouve que mon père était fonctionnaire international à l'OTAN. Et donc j'ai entendu pendant toute mon adolescence la difficulté que représentait le fait d'avoir des armes, soit les mêmes, soit des armes compatibles. Et c'était ça, le cœur de la réflexion. Et aujourd'hui, on n'y pense pas forcément parce qu'on pense on va faire des manœuvres à l'OTAN, mais tout ce qui se fait à Bruxelles dans les locaux du secrétariat général de l'OTAN, c'est d'abord d'avoir des armes en nombre suffisant et surtout coordonnées. Parce que pour se battre ensemble, il vaut mieux avoir la même chose. Et c'est pour ça que lorsque M. Trump dit « mais l'Europe nous a tout pris », en fait, à chaque fois qu'on fabriquait des armes et qu'on mettait des armes au service de l'OTAN, c'était largement des armes américaines que nous avions achetées. Bien sûr. Et donc, être un client, c'est quand même une grande aide pour un pays qui est le producteur. Bon, je propose de laisser ce débat en suspens. Pour l'instant, nul doute que nous aurons vite l'occasion de reparler de tout ça dans cette émission. On peut s'attendre à tout avec Donald Trump, donc attendons la suite. Il nous reste quelques instants pour vos coups de gueule ou coups de cœur du moment. Guillaume Agulot, mais je suis sûr que vous avez quelque chose à partager avec nos auditeurs. Oui, l'Iran. La situation en Iran qui est arrivée avec beaucoup de fracas dans nos consciences et qui en a disparu à peu près aussi rapidement. C'est rapidement qu'elle était apparue. Alors que la répression, on le sait, continue de frapper avec une violence absolument épouvantable, dans le silence assourdissant ici en France de tous ceux qui ont été si prompts à se mobiliser, à bloquer des facs, etc., lorsque le conflit concernait notre territoire, pas forcément très très éloigné, mais où l'agresseur n'était pas exactement le même, et c'est peut-être la raison, je les ai trouvés d'un silence absolument épouvantable, et pendant ce temps, en Iran, des hommes et des femmes continuent de subir et continuent de mourir, et azadi, comme on dit en perse, liberté pour ce peuple iranien qui le mérite tant et que je souhaite vraiment de tout mon cœur. Donc vraiment, toutes mes pensées, all eyes on Iran, comme on dit, tous les yeux doivent continuer à rester sur l'Iran. Et il y a beaucoup de franco-iraniens dans notre pays, rappelons-le, et je pense qu'ils continuent à suivre ça de près. Il faut continuer à les écouter parce qu'eux, ils nous rapportent ce qui se passe vraiment là-bas. Marie-Christine Monnoyer, est-ce que ce sera un coup de cœur ou un coup de gueule pour vous ? En fait, cette fois-ci, j'ai choisi d'avoir un coup de cœur, et sans doute parce que la situation est tellement lourde qu'il faut regarder aussi les choses positives. Alors, ce qui m'a frappé ces derniers jours, c'est les résultats qui ont été énoncés quant aux effets
de l'interdiction des portables dans les lycées et dans les collèges. Ah oui, j'ai vu passer ça aussi. On a vu, alors certains collèges ont été, et certains lycées ont été plus rapides même que le ministre de l'Éducation nationale. Ça, c'est pas forcément étonnant, mais toujours est-il qu'ils ont lancé ces opérations et que les premiers résultats sont bons et qu'ils sont encourageants. Alors, moi, je suis très très sensible à cette mainmise des écrans sur la tête des jeunes que je rencontre. Les objets connectés. Voilà, je suis vraiment, je suis gênée. Alors, je le suis beaucoup comme professeur parce que quand je vois tous les téléphones qui sortent et que de ce fait, il faut que je me bagarre comme une diablesse pour récupérer l'attention de la jeune génération. Mais au-delà de ça, ce qui m'impressionne, c'est ce qui peut se dire sur les écrans et sur les réseaux. Et étant donné l'importance des bêtises, des erreurs, des mensonges qui sont donnés sur les réseaux, quand les jeunes découvrent que quand ils arrêtent de regarder plus d'une demi-heure par jour leur téléphone, ils retrouvent de la liberté, cela me remplit de joie. Eh bien, c'était le coup de cœur de Marie-Christine Monnoyer. Je me permets de le partager. Cette 216e mêlée de l'info est terminée. Merci infiniment à vous deux d'y avoir participé. Merci aussi à Coraline Camebrac qui a réalisé cette émission. Le podcast est disponible et téléchargeable dès maintenant, comme d'habitude, sur le site web de Radio Présence. Et merci enfin à ceux et à celles qui nous ont écoutés aujourd'hui. Rendez-vous jeudi prochain. À bientôt.